L'affaire du champ incendié à Ronchin ne s'est pas arrêtée là. Le professeur Sorez allait être à l'origine d'une initiative intéressante, point de départ des fragments métalliques. À propos des gouttelettes métalliques de Ronchin, quand mes camarades les ont ramassées sur le site dont vous parlez, j'ai cherché à les faire analyser par un laboratoire scientifique tout de même digne de ce nom. Et comme nous n'avons pas de moyens de trésorerie dans notre petit cercle de chercheurs, j'ai demandé la collaboration d'un de mes amis qui est directeur du Centre textile de contrôle et de recherche scientifique à Roubaix. Et vous avez le rapport dans vos mains. Je vais donner immédiatement l'essentiel. La nature de ces particules métalliques que nous avons reçues est la suivante. Certaines gouttelettes métalliques contiennent de l'alumine, du magnésium et du zinc, et en proportions différentes d'une gouttelette à l'autre. Mais ils ont recherché les impuretés qui, dans tous les métaux terrestres, polluent ce genre de matériaux industriels. Et qui sont au nombre de... Et je vais vous lire le texte. Nous avons en outre recherché les éléments suivants. Je le cite. Manganèse, chrome, mercure, bismuth, cuivre, cobalt, molybdène, tungstène, vanadium, titane, nickel, antimoine, cadmium, zirconium, arsenic, sélénium, tellure, thorium, beryllium, strontium, calcium, sodium, potassium. Ça en fait 22. Ces recherches ont été négatives. Ce qui est absolument impossible sur la Terre. Je ne peux pas conclure. Il y a un mystère. Voici le texte dont parle M. Sorez. Nous sommes en train d'assister à une révolution scientifique, et la plus grande peut-être depuis Galilée. Cet événement exceptionnel mérite donc qu'on s'y intéresse, qu'on y soit attentif. Il consiste en ceci: après 25 années d'incertitude et de polémique, les savants conviennent qu'il existe un problème des soucoupes volantes et qu'il est honnête de l'admettre, même si on ne voit pas encore comment on doit l'étudier. Extrait de la revue La France catholique du 22 septembre 72, page 7. À la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, on déclare que ce qu'il faut avant tout, c'est que les témoins de ces phénomènes soient débarrassés de toute crainte du ridicule et qu'ils acceptent dès lors de rapporter leurs observations aux organismes spécialisés. Oui, l'auteur du journal catholique a raison. C'est la première fois dans l'histoire que notre pensée se trouve confrontée avec quelque chose qui semble dépasser ou contredire ses propres structures. L'OVNI, c'est l'irrationnel matérialisé observé tous les jours dans l'environnement de l'homme. Arthur Clarke écrivait il y a déjà 20 ans qu'une technologie plus avancée que la nôtre aurait toutes les apparences de la magie, et pourtant... Là, juste à la fin de ce mois d'octobre 73, les paysans du Guatemala ont eu peur. Les journaux parlent d'inquiétude. Des disques de couleur argentée nombreux sont apparus dans le nord du pays. Histoire toujours actuelle, une vieille histoire aussi. Juin 52, Aumont dans le nord, témoin M. Huck, un énorme ovni est apparu. Et alors ensuite, cet objet s'est déplacé? Cet objet s'est déplacé, oui, comme je vous disais, n'est-ce pas? De là, il est parti progressivement, le marronnier n'était pas ce qu'il était, progressivement vers l'est, si vous voulez, n'est-ce pas? Donc toujours sous cette forme avec les points en opposition. Oui, mais sans tourner, il tournait pas. Et sans tourner, justement, il n'y avait pas de mouvement, l'objet ne tournait pas sur lui-même. Il a pris donc la position, comme je le disais tout à l'heure, à 45 degrés. Nous avions donc une belle ellipse, n'est-ce pas? C'est le schéma de l'évolution de l'énorme ovni ce jour de juin 52. Les jours qui suivirent, la presse devait rapporter des faits analogues s'étant produits dans d'autres régions de France ce même mois. Plus récemment, à Louvroil, 12-13 mars 72, dans un jardin, une zone trapézoïdale où l'herbe a été desséchée provoque le déplacement de spécialistes. On a
montrer que c'est sur la pelouse. Et on voit la coloration différente à l'endroit où la végétation a été desséchée, brûlée. On a une idée de l'importance de l'engin au vu de ces photos? Oh, absolument pas, on ne peut pas s'avancer là-dessus, mais enfin la cour de l'école est assez étroite. J'ajouterai aussi qu'un spécialiste du ministère de l'Agriculture est venu sur les lieux pour étudier cette trace. Il ne s'agit pas du tout de dégâts naturels. Autrement dit, pas d'insectes, pas d'animaux quelconques qui aient pu agir là-dessus, ni aucun herbicide, aucun produit connu. La conclusion de ce monsieur qui est un scientifique et qui donc ne s'avance pas sans garantie, pour lui c'est un engin, quelque chose qui s'est posé là et qui a provoqué une dessiccation brutale en quelques secondes. Voici la conclusion. À Bruxelles, le correspondant de l'ORTF, Louis Sédéjos, a interrogé deux éminentes personnalités du monde scientifique. Le professeur Baudin, physique théorique, le professeur Mécène, professeur de physique nucléaire. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils boudé jusqu'à présent? Je crois que c'est avant tout parce que le phénomène, premièrement, n'a pas été étudié dans le même sens qu'on peut étudier un phénomène scientifique au laboratoire, de telle façon qu'on puisse disposer de graphiques, de mesures expérimentales répétables. C'est un phénomène qu'il faut prendre tel qu'il arrive, et le point de départ d'une étude scientifique est alors d'essayer premièrement de collectionner ces données et de voir s'il y a des corrélations entre ces données. Les hommes de science, nous en connaissons. Oui, bien sûr, dans le monde, il y en a, je dirais, beaucoup. Des mathématiciens. Il y a eu en France, par exemple, le professeur Hardy, qui est hélas décédé récemment. Il y a aux États-Unis, il y a eu MacDonald, qui est décédé lui aussi. Il y a le professeur Heineck. Vous avez encore en France Pierre Guérin, du CNRS. Et puis, vous avez aussi d'autres chercheurs qui sont moins connus. Aux États-Unis et en Union soviétique également, on s'intéresse à la question. Oui, bien sûr, mais là, on pourrait parler du blackout qui règne sur ce phénomène. Le député Klosterman a eu accès à des archives secrètes. Exact. Au cours d'un voyage aux USA il y a une dizaine d'années, Klosterman, à cause de sa notoriété internationale comme as de la guerre 39-45, Klosterman a été autorisé à compulser personnellement les archives secrètes du service d'État de recherche concernant les objets volants non identifiés. Disons au passage que les rapports secrets américains concluent à l'inexistence de ces phénomènes. Exact. Officiellement, les Américains prétendent que les ovnis ne sont qu'une vue de l'esprit. Or, Klosterman lui-même, vu certains témoignages et certains rapports absolument probants, a déclaré publiquement à son retour en France qu'il était lui-même convaincu de l'authenticité et de la réalité de ces objets qu'on appelle soucoupes volantes et dont les Américains eux-mêmes prétendent qu'ils ne sont pas réellement existants. C'est dire que ces dossiers possèdent des informations intéressantes. Ces dossiers américains possèdent des observations tellement intéressantes que, pour des raisons qu'on pourra peut-être voir après, les Américains et les services officiels n'ont pas voulu les diffuser à la connaissance du public pour éviter une fermentation des esprits américains. Et vous avez une idée sur les raisons précisément? Bien, je crois que l'explication de cette attitude est la suivante. En 1946 ou 1947, Orson Welles, qui à l'époque était reporter à la radio de Los Angeles, au cours d'une émission tout à fait normale parlant de la météo du moment, a brusquement monté le canular suivant, interrompant ses propos relatifs, j'imagine, au temps qui fera marre. Attention, brusquement, des martiens descendent. Bref, il a monté une espèce de grand cirque avec une telle apparente sincérité qu'il a déclenché chez ses auditeurs une panique sans précédent. Plusieurs centaines de milliers d'Américains, convaincus que Orson Welles décrivait de ses propres yeux la descente sur la Terre d'une invasion de martiens, ou soi-disant telle, plusieurs centaines de milliers d'Américains ont embarqué dans leur voiture leurs objets les plus précieux et ont fui l'invasion des soi-disant martiens décrits par Orson Welles. On a donc peur d'une panique planétaire. Exactement, et c'est pour éviter cette éventuelle panique que les Américains ont décidé de remédier
à cette éventuelle panique en niant purement et simplement l'existence du sujet. Il faut dire que depuis 2 ans maintenant, l'ancien directeur du service national américain de recherche, s'étant démis de ses fonctions, a publiquement révélé que les dossiers secrets américains contenaient la preuve incontestable de la réalité de ces phénomènes. Des appareils de détection existent bien sûr. Les détecteurs d'OVNI ont été mis au point en se basant sur les champs électromagnétiques très puissants émis par les OVNI. Donc deux modèles ici, un détecteur simple, c'est-à-dire avec 2 lamelles ferromagnétiques qui, sous l'action d'un champ électromagnétique, entrent en contact et déclenchent une sonnerie comme ceci. Effectivement, c'est très puissant. Et les particularités de l'autre détecteur qui semble beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible. Beaucoup plus délicat. D'abord, celui-ci peut être transporté aisément n'importe où, même dans votre poche si elle est assez grande. Et celui-ci doit être mis dans un endroit très stable. Cette puissance magnétique, elle est comparable à quelque chose que nous connaissons Des ingénieurs ont étudié la question d'après les témoignages et des cas précis. Il semblerait qu'on peut parler de champs électromagnétiques de l'ordre de 2 millions de Gauss. Vous savez, c'est énorme. Très énorme, oui. Ce n'est pas encore, disons, faisable sur la Terre. Et ce détecteur, il peut happer, si j'ose dire, un engin à quelle distance Environ 2000 mètres. Et quel est le principe? Oh, c'est très simple. Vous avez une aiguille aimantée qui est toujours dirigée vers le nord. Elle est posée entre 2 contacts. Et lorsqu'un champ magnétique fait dévier l'aiguille, le contact se fait et par tout le système déclenche une sonnerie. Et nous avons une perle mémoire aussi qui permet en cas d'absence ou de sommeil profond de savoir que l'appareil a fonctionné. Un avion ne peut avoir aucune influence? Absolument aucune, seulement une influence magnétique. Où est-ce qu'on peut se procurer ces appareils? Eh bien, les organisations de recherche, comme Lumière dans la nuit par exemple, ont un groupe technique de recherche qui met au point ces appareils. Et en arrivant là-bas, je vois une lumière énorme, ici, très loin. Je me dis, il y a accident. Qu'est-ce que vous avez pensé, madame? Ben, moi aussi, j'ai cru à un accident. Alors, voir la lumière. Vous vous êtes approché? Alors je suis Ah, oui. approché assez vite, puis arrivé où que le gendarme est à peu près là. Au poteau. Oui, le second poteau, Le là. second ouais, poteau. second poteau, Oui. mais les phares sont éteints. D'un coup, oui. Et vous avez pensé quoi? Et en arrivant ici, je croyais toujours à l'accident. En arrivant là, j'ai vu la fameuse secours. Alors écoutez, je vous propose de laisser passer ce camion. On va traverser la route. On va traverser la route et nous allons aller à l'endroit précis. Vous vous D'accord. souvenez exactement Oui, oui, du lieu? oui, oui. Vous ne vous êtes pas arrêté, monsieur. S'il vous plaît. Vous n'avez fait que ralentir. J'ai ralenti. Attendez. Et il y a combien de temps? 18 ans, nous avons dit. Évidemment, c'était pas fréquenté à l'époque comme maintenant. Ah non. C'était une petite route. Ah non, c'était déjà une route, mais là, il arrive. Il n'y avait pas d'autre voiture. Il n'y avait pas d'autre voiture. Non, non. Voilà, venez, je propose Monsieur et Madame Mosin, National 2, près de Maubeuge, nuit de novembre 1954. Ah, voilà l'emplacement. Voilà ici l'emplacement réel. C'était ici. C'était Ah, ici. oui. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, en arrivant de là-bas, j'ai ralenti naturellement. J'ai vu une espèce de... Un morceau de fusée, le Une sommet grosse d'une fusée, quoi, une grosse fusée qui mesurait 3 mètres de hauteur sur 2 mètres 50 de largeur.
Alors une porte au milieu. Et puis alors au moment où je suis arrivé là, à 3-4 mètres de lui, du bonhomme, il y a un bonhomme qui est sorti. Il marchait dans la cabine. La cabine, madame, elle était éclairée. Oh, Oui. Vous pouvez vous approcher du micro, madame. Ah Elle oui, la était cabine éclairée. était éclairée. Quelle couleur c'était? Blanc. Blanc, madame. Blanc. Oui. Vif. Et oui. un blanc fantastique. Vous avez eu peur, sûrement? Ah oui. J'en ai pas dormi Et de la nuit. alors j'ai aperçu, c'est vous dire, j'allais pas trop vite tout de même, les maniques. Vous savez, des genres Oui, de il y avait des maniques maniques. électricité Ah, oui. qui font peut-être 60 d'auteur dedans. Et le personnage que vous avez vu est sorti Et il a mis son pied comme ça au moment que je passais. J'ai pas arrêté. et il est resté là sur le pas de sa porte. Ah oui. Et comment il était habillé? Petit bonhomme un peu. Ah, ouais. ouais, oui, quand Il était petit, grand, gros. Oh, il était à votre grandeur, à peu près. Oui, donc pas très grand. Oh, pas Et il trop était grand, mais fort pas trop petit. Il était fort. Oh, très... Avec Ouais. le... avec- Habillé, il était Habillé, comme ça. Hein. habillé, oui. Et vous avez vu son visage? Non. Oui. Bon, Vous- je ne me rappelle pas exactement d'avoir vu sa vie. Et est-ce qu'il avait un... Il avait un casque. Ah. Un casque. C'était bien couvert. Hein. Ah, Bien. ouais. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu, sa figure. C'est la première fois que vous voyez quelque chose Ah, de... j'ai jamais oui. vu un fait comme ça. Et je ne tiens plus à le revoir. Alors, arrivé un peu plus loin, là-bas, ma lumière est revenue. Et en arrivant en haut de Et la en côte, arrivant en haut de la côte, j'ai voulu arrêter. Mais vous n'avez pas voulu, madame? Non, 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 non. Et le lendemain, M. Mosin est retourné sur les lieux avec un ami. alors, ça m'est arrivé ici, et je lui ai dit, tu vois, là, il y a un pied. Ah oui, il y avait un trou, quoi. C'était ici, là. On aurait dit une grille. Et là, il y en avait encore une. Et puis la troisième, elle se trouvait là. Comprenez? Et c'était brûlé. Et ici, au milieu, il y avait... toute l'herbe était brûlée, quoi. Bonne synthèse que celle de la revue catholique mentionnée plus haut. C'est une révolution qui découle de la nature même du problème ovni. Les ovnis ne semblent pas toujours en bonne harmonie avec les lois physiques de chez nous. D'un côté, ils ont les apparences d'un objet matériel, mais d'un autre côté, ils peuvent se déplacer en silence à des vitesses très largement transsoniques. Les ovnis aussi changent parfois de forme. Bref, notre pensée se trouve confrontée avec quelque chose qui semble dépasser ou contredire ses propres structures. Mais nous allons voir ce qu'on pense à Bruxelles de la propulsion des ovnis. À ce niveau-là, la science donne certains critères qui permettent d'une part d'exclure certaines hypothèses et d'autre part qui donnent quand même un guide pour orienter des recherches nouvelles. Je pense notamment que si les ovnis sont des engins qui sont, comme il semble d'après les observations, capables de se propulser d'une façon active, à ce moment-là, il faut que leur mécanisme de propulsion soit basé sur le principe de l'action et de la réaction, et pas simplement sur l'application d'une force venant de l'extérieur. Et ceci dans des conditions technologiques qui dépasseraient le stade actuellement connu. Effectivement, parce que le principe de l'action et de la réaction, nous l'appliquons, nous, pour pratiquement tous les engins ou véhicules que nous utilisons. Par exemple, le bateau ou l'avion avec son hélice déplace l'air ambiant, les fusées projettent de la matière, et dans les deux cas, il s'agit d'une application du principe de l'action et de la réaction. Mais, notamment pour des ovnis qui se présenteraient dans notre basse atmosphère ou dans l'eau, ce qu'on a observé dans certains cas, il y a d'autres mécanismes que le mécanisme mécanique pour arriver à déplacer l'air ambiant. Une idée là-dessus? donc, Quel pourrait être ce mécanisme? Au lieu d'avoir un mécanisme mécanique tel que l'avion ou le bateau qui déplace l'air ambiant avec une hélice,
On peut le faire en ionisant l'air et en agissant avec un champ électromagnétique sur l'air ionisé. Du moment qu'on arrive par ce moyen électromagnétique à déplacer l'air ionisé autour de l'engin, on arrive aussi par réaction à déplacer cet engin. Ceci est pour l'instant tout simplement une possibilité, une perspective de recherche sur laquelle l'avenir doit être engagé. Et quand vous dites phénomène numéro 1, que voulez-vous dire par là? Je reprends la classification d'Alan Hynek, le scientifique américain qui a été pendant 18 ans le consultant et le conseiller scientifique de l'US Air Force et qui à ce titre a eu accès à tous les dossiers secrets. Il a classé les observations en 6 catégories, lumière nocturne, disque diurne, etc. Et en conséquence, la photo que nous avons pu prendre cette fois-ci rentre dans la catégorie numéro 1, celle de lumière nocturne. Et vous ne croyez pas qu'il y ait, du fait d'un intérêt accru, une sorte de direction, de polarisation sur des observations parmi les membres? Vous pensez que la crédibilité des membres ne souffre pas du fait qu'ils sont membres de la société et qu'ils veulent voir quelque chose? Au fond, c'est ça le grand problème pour asseoir la crédibilité. C'est exact, il y a là un danger évidemment de polariser les recherches dans une direction et d'inciter finalement le chercheur à voir ce qu'il n'a pas vu. Mais il y a un problème de moyens qui se pose. Nous avons 8 hypothèses, nous aurions voulu former 8 groupes de travail, mais c'est impossible. Il faudrait bien sûr disposer de moyens beaucoup plus conséquents. Et rien que ce que nous voudrions faire, un fichier mondial, nécessiterait des crédits ordinateurs extrêmement grands que nous n'avons pas la possibilité d'avoir actuellement. Mais avez-vous des espoirs que le monde scientifique s'intéresse de plus en plus, comme ça semble être le cas ici, au phénomène? Oui, pourquoi pas, parce que l'environnement est à la mode. Et à quoi ressemblent ceux venus d'ailleurs? Regardez bien ces croquis, ils ont été établis d'après des témoignages. Monsieur et Madame Mosin-Maubeuge au milieu. Mais l'image, sans doute la plus troublante, nous vient d'un groupe de scientifiques de l'Oklahoma. La bataille des soucoupes continue donc de faire rage. Le problème reste posé à l'échelle mondiale avec une insistance irritante et suscite dans les cercles scientifiques un intérêt qui va grandissant. Et chaque jour, de nouvelles observations. Dimanche 28 octobre 1973, par exemple, 2 ovnis observés par des milliers de personnes en Colombie. Voilà, professeur, j'en arrive par conséquent à la question que beaucoup se posent. L'origine de ces MOC, de ces ovnis, de ces vaisseaux de l'espace? À mon avis, l'essentiel des possibilités tient à l'existence, quasi certaine pour moi, de civilisations intelligentes et technologiquement très avancées, civilisations intelligentes et avancées qui existent, qui préexistent dans certaines planètes de l'univers galactique en dehors du système solaire. Extraterrestre, c'est tout ce qu'on peut avancer. On ne peut pas parler de galaxie X ou Y. Pas plus précisément, non. Mais l'origine extraterrestre ne fait pas l'ombre d'un doute. Non, pour nous absolument pas. Et à propos de l'Osservatore Romano? Eh bien, tout récemment, et j'ai la référence tout près d'ici, l'Osservatore Romano publiait dans son journal officiel du Vatican une information au terme de laquelle, disait-on au Saint-Siège, les chrétiens et les catholiques devraient s'accoutumer prochainement à la pensée que d'autres vies intelligentes peuvent exister dans l'univers que la pensée intelligente de l'homme sur la Terre. Alors que les témoins se manifestent, les organismes de recherche le souhaitent vivement. C'est en effet seulement par la confrontation du plus grand nombre possible de ces témoignages que l'on pourra progresser vers leur interprétation. Belgique, SOBEPS, Société belge d'études des phénomènes spatiaux, 26 boulevard Aristide Briand, 1070, Bruxelles. France, Lumière dans la nuit, 43 400 Le Chambon-sur-Lignon. Ou encore Groupement d'études de phénomènes aériens, 69 rue de la Tombissoire, 75 014 Paris.
Cette émission a été réalisée avec le concours pour l'image de Philippe Leroux, Pierre Michel, Céline Farès, pour le son Jacques Defive, Mario Graziano, Jean-Claude Leborgne, montage Jean-Michel Rebaud, banc-titre Claude Schmitt, mixage Jacques Delsal et Marcel Carlier, conseiller André Darcheville. Document Sobeps, Lumière dans la nuit, magazine Le Point pour les dessins humoristiques, magazine spécial pour le croquis de l'Oklahoma. Nous avons les plus grandes chances, pour ne pas dire la certitude, de ne plus être, comme nous le pensions, les seuls corpuscules pensants en train de dériver au firmament. Il doit véritablement y avoir d'autres mondes habités, écrit par le père Teilhard de Chardin en 1954, peu de temps avant sa mort. En 1967, un document américain élimine purement et simplement le problème des soucoupes volantes. Ça n'existe pas et il y a d'autres rapports du genre. Parmi le public, les avis sont partagés. Été 1972, savants et astronomes réunis en congrès à Paris concluent à l'existence du phénomène des soucoupes volantes, appelé aussi OVNI, objet volant non identifié, ou MOC, mystérieux objet céleste. Hallucination collective, phénomènes atmosphériques, le professeur Degef, astronome chargé de cours à Louvain, dit que dans les rapports sur les ovnis, il y a 10% d'observations sérieuses et qui posent des problèmes, le problème. Dans les villes, mais à la campagne surtout, des milliers d'hommes affirment avoir observé des objets insolites dans tous les cieux, de tous les continents, au-dessus de toutes les mers et parfois même au sol. Et sur la terre du nord de la France, nous avons recueilli des informations dignes de foi tout au long de ces 2 mois d'enquête, parce que, ici aussi, la région n'a pas échappé au mystérieux phénomène. Oui, c'est-à-dire de cette direction De la direction d'Anvers. Et je me trouvais en haut de la côte, là-bas. C'est vrai que l'événement est digne de Jules Verne. On va sur la Lune, on en riait. 1520, année du scandale, la Terre est ronde. Eh oui, les savants de Burakan, en Union soviétique, ont voulu que 1973 soit la première année des extraterrestres. Mais le lendemain même, parce que le bruit ça a tellement couru que les gens ils ont couru tous, voir, hein, parce que vous savez, c'était curieux quand même, voir une soucoupe volante. Oui, il a fallu une nuit d'insomnie à ce retraité de Carouble pour se dire que son copain n'avait pas dû rêver. Aux États-Unis, le docteur Sanders a créé un groupe d'études. Il centralise les rapports qui lui sont expédiés par tous les groupements mondiaux, déjà 100 000 cas dûment vérifiés. En France, il y a au moins 20 sociétés de recherche. Et pour la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, la SOBEPS, le phénomène est bien réel. Plusieurs arguments, observations par les radars militaires et civils, traces d'atterrissage officiellement constatées, effets psychologiques sur les témoins, effets électromagnétiques. Près de Maubeuge, au début du mois de septembre 1973, M. Henry a vu lui aussi.
là, qui a un toit un petit peu clair, là. Oh, machin, là-bas. Ah ben, il était là, il s'est posé là, c'est-à-dire il était surélevé environ 2 mètres, quoi. Il était surélevé, oui, ce grillage-là, le fil à fer, là. Eh ben, c'était le bas, c'était son bas. Et arrondi. Et le dessus, au-dessus des branches, là, environ 4 mètres qu'il avait, c'était arrondi également. C'était pas plat, hein. Des pointures arrondies. Ça ressemblait à quoi? Bah, ça ressemblait à un cylindre, quand c'était un cylindre. Mais vertical. Vertical. On faisait son mouvement verticalement, là, sur place. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un peu en montant, un peu en descendant, tout le temps comme ça. Mais très doucement. C'est l'effet des arbres qui m'a guidé. Je voyais, mais très légèrement, hein. Très légèrement. Pourquoi est-ce qu'il avait l'air de faire ce mouvement Je sais pas, moi, on l'a dit qu'il était sur un coussin, je sais pas. Mais très légèrement, il se déplaçait très... C'est pas un déplacement pour voir quelque chose, hein, c'était réellement sur place, légèrement, un petit ballottement, voilà, un petit ballottement. Et les couleurs? La lumière. Rouge. Ah, comme environ le coucher du soleil, vous voyez, un rouge comme ça. Ça a duré longtemps? Oh, moi j'ai vu à peu près un quart d'heure au total. Et vous avez été chercher quelqu'un? Ah oui, ben c'est ça, j'ai perdu une masse de temps. Il voulait pas venir, pour moi il avait peur, hein. Jusqu'où, ça dit, allez monsieur, réveillez-vous, allez venez, c'est un petit bourgeon qui est à côté. Comme ça, il a dit un petit bourgeon, il va venir, hein. Oh, mais il venait pas, on j'ai secoué sa grille, moi, puis j'ai pas crié, j'ai hurlé. Alors les gens, forcément, les gens de côté, tous les gens d'à côté, ils m'ont entendu. Le lendemain, il dit, mais qu'est-ce qu'il y avait, monsieur Henri? Ben, je lui explique. Oh, mais j'avais un appareil photo, moi, j'aurais venu prendre une photo. Vous voyez, les dents guichottes. Et l'autre voisin, c'est pareil, c'est presque un gangster bientôt. Il y a la ligne électrique, là, au-dessus. Ah oui, ici, au-dessus. Vous voyez, il se trouvait là. Là, ici. Donc, quand il est parti, alors réellement, quand il est parti, il a pris à gauche. Il était sur la gauche. Et à la gauche, il était un petit peu là. Il a revenu essentiellement quelques mètres sur ses plats. Hop, et puis il a plié là-bas, droit comme un i. Là-bas. Dans quelle direction? Là-bas aussi, à l'ouest, là. Vers Babel, à l'ouest. Alors, il s'est élevé, là. Vous voyez où ça monte un peu, là, la bosse, là. Ici, le terrain. Ici, le terrain. Vous voyez, ça fait une bosse, là. Oui, tout de suite, là. Oui. Hein? Alors, il a commencé à s'élever pour passer les arbres, là-bas. Il est passé entre les... Entre les grands arbres et les... à l'angle. Non, à l'équerre, voilà, ça fait un équerre. Hein. Et ben là, il s'est élevé là. Mais vous voyez, il n'a pas fait plus de 20 km/h. Il n'était pas pressé, hein. C'est simplement, une fois qu'il a passé les arbres, là, alors là, il a remonté, puis hop, là, ça y est, fini. On l'a plus revu. Il a été vite, hein. Alors à Babès, nous disant qu'ils ont vu comme une boule rouge. Mais moi, je pensais que c'était le fond de mon bidule, puisqu'il était tout droit. Ils ont vu simplement le fond, ça faisait un arrondi, quoi. Hein? À Maubeuge, l'équipe de M. Bigorne est très active. C'est que dans ce domaine, le Nord semble fertile en apparitions. Il le semblerait. En fait, c'est faux. La fertilité, puisque vous employez ce mot, vient du fait que la région du Nord est fort sensibilisée, qu'il y a, disons, des enquêteurs en nombre suffisant pour mettre le phénomène en évidence. Aucun martien n'a encore foulé l'asphalte de Paris ou de Londres. Peu importe. Les chercheurs civils et militaires, oui, dégagent des constantes singulières hors de ces milliers de témoignages que l'on passe au crible. Les livres consacrés aux ovnis à la recherche commencent à remplir les étagères. L'un des derniers ouvrages publiés s'intitule « Le dossier des civilisations extraterrestres ». Il est l'œuvre d'astronomes professionnels. Il s'appuie sur les données les plus récentes de la science astronomique et radioastronomique. Après cette dernière affaire de Maubeuge, qui a eu d'autres témoins, ailleurs et les jours suivants, un biologiste et un astrophysicien se sont déplacés. La science ne laisse plus le dossier OVNI dans les territoires, ou plutôt dans les tiroirs poussiéreux. Et les humoristes font leur dessin.
Sur ce sujet des soucoupes, le magazine Science écrit qu'au rationalisme de parade des scientifiques pointus a succédé une attitude plus ouverte. En 1972, en Belgique, rien que durant la journée du 4 juillet, on devait rassembler 70 observations sérieuses sur des objets sillonnant l'espace. Mais l'un des cas les plus troublants restera celui de Carouble. En 1954, M. Marius de Wilde, qui est garde-barrière, est tiré de son sommeil en pleine nuit par une étrange lumière et du bruit. Sur la voie ferrée est posé un engin curieux. Des hommes s'agitent autour de lui. Ces hommes-là, dit-il, ne sont pas de chez nous. Le lendemain, on s'aperçoit que le ballast a été défoncé. Des ingénieurs de la SNCF déclarent « Cette chose-là devait peser au moins 30 tonnes ». Personnellement, les cas qui m'intéressent le plus, ce sont ceux où les engins sont vus donc près du sol ou au sol, qui laissent des traces et où on a vu, où on a aperçu des êtres, ce qu'on appelle des humanoïdes. Oui. Carouble, ça a été ça? Carouble, ça a été ce cas. Ingénieur retraité, le professeur Sorez habite à Roubaix. Votre sentiment, monsieur, sur l'affaire de Carouble? Personnellement, je n'y ai jamais été mêlé, mais j'ai la conviction de la sincérité des témoignages relatifs à cette affaire, parce que mes camarades du Cercle de Lille ont eux-mêmes récemment fait une enquête sur ce phénomène qui s'est passé il y a maintenant 9 ans, sauf erreur. Observation au sol, observation dans les airs. La crédibilité des pilotes de ligne est généralement garantie. Dans le monde, en Amérique latine en particulier, pilotes et passagers de plusieurs appareils ont nettement aperçu des disques, des cigares, des boules, etc. Les déclarations des uns et des autres ont été consignées. Généralement, les témoignages ayant trait au même phénomène concordent. En 1951, le capitaine Thomas Mantell se tue en poursuivant de près un ovni. L'US Air Force, qui ne manquait pas d'humour à l'époque, déclara « Il a confondu avec la planète Vénus et il est monté trop haut ». Après avoir dépouillé des milliers de témoignages, Claude Poher du Centre national d'études spatiales, parlant du résultat, dit que c'est un phénomène d'une étonnante cohérence, que maintenant plus rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une hallucination. En mer, le phénomène a été également perçu. En Argentine, bien que ne le déclarant pas officiellement, les autorités sont persuadées de l'existence de curieuses bases sous-marines dans le golfe, en particulier de San Jorge. Et il y a à peine quelques mois, un ministre danois, M. Olesen, celui de la Défense, a rapporté une information selon laquelle tout l'équipage d'un cargo a vu un engin long se déplacer à grande vitesse à la surface de l'eau. Mais revenons dans le nord. Greffier du tribunal d'instance de Roubaix, Amédée Allais observe un phénomène spatial à Gravelle, dans le Pas-de-Calais. J'ai cru un immense cerf-volant. Et puis en arrivant à hauteur de cette chose, j'ai constaté que c'était un objet de dimension importante, ayant à peu près la taille d'un avion de chasse, coloration grise, et autant que mes souvenirs ne me trompent pas, ça doit être de deux teintes, une teinte gris assez claire et une teinte gris souris. À quelle hauteur? L'objet se trouvait vraisemblablement, selon moi, à 50 mètres de hauteur à peu près, et environ aussi 50 mètres du bord de la route. À peu près, évidemment c'est difficile de préciser la hauteur et la distance, mais environ à cette hauteur et à cette distance-là. Cet objet était absolument immobile, ne faisait aucun bruit, n'avait pas d'ailes, pas de rotor, pas d'hélice.
D'ailleurs, un groupe de gendarmes français rapporte le phénomène ovni en général. Une étude complète dans le numéro 87, 1971 de la revue d'études et d'information de la gendarmerie nationale. En Belgique, la SOBEPS, comme en France le GEPA ou Lumière dans la nuit en particulier, édite des revues qui publient travaux, études, témoignages. Certains hommes de science en font partie et y exercent une activité précieuse. L'ampleur de ce problème, sa possible gravité, son intérêt humain exceptionnel rendent nécessaire une enquête menée à l'échelle planétaire par des chercheurs qualifiés. Monsieur Bighorn de Lumière dans la nuit est l'un de ces chercheurs. Nous relevons tous les témoignages, nous les vérifions, nous avons le matériel et nous allons donc voir tous les témoins et nous pouvons en tirer des conclusions rapides, c'est réel ou alors c'est une erreur ou une mystification. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent de moins en moins le ciel, si j'ose dire, avec la vie trépidante qui est la nôtre. Alors vous faites très attention, plus que jamais peut-être. Oui, bien sûr, mais nous nous sommes donnés pour base de nous intéresser pratiquement qu'aux objets ou aux phénomènes observés à basse altitude, près du sol ou au sol. L'enquêteur dispose donc d'un manuel très étudié et il lui arrive de procéder à des relevés intéressants. Ici, l'Ouvral, nuit du 12 au 13 mars 72, atterrissage présumé. Et du réel à l'imaginaire, du connu à l'inconnu, l'éventail des investigations est largement déployé. Dans la prospection, naturellement, le concours du plus grand nombre est souhaité. Il multiplie les chances de mieux cerner le problème. Oui, certainement. Nous essayons que nos membres, en effet, fassent des observations le plus possible. Nous essayons que nos membres regardent le ciel le plus souvent possible. Nous avons eu un résultat, en effet, il y a quelques mois, en juillet 72. Un de nos membres a pu prendre une photo d'un objet volant non identifié qui rentre dans la catégorie numéro 1 des lumières nocturnes. Cette photo existe, elle est publiée dans notre revue. Témoignage, M. Bavé, Maubeuge, 15 janvier 72. Alors j'ai fixé mon regard sur ma fenêtre. Et de là, j'ai vu une sphère descendre. Une sphère qui n'était pas tellement grosse au début, mais à fur et à mesure qu'elle descendait, elle grossissait. Alors je l'ai vue descendre, et au bout d'un certain moment, elle a eu un temps de positionnement qui a duré environ 2 minutes. De là, j'ai pris ma longue vue. J'ai eu le temps, puisque j'ai eu 2 minutes, de la mettre au point, de regarder plus près, disons, j'ai vu une sphère beaucoup plus grosse. Dire qu'il y avait une forme particulière, je ne pouvais pas la voir parce que la luminosité était beaucoup trop importante. Oui, quelle couleur c'était? C'était d'un blanc fort clair. Beaucoup plus grosse que les étoiles. Ça, c'est incontestable. Environ 1/8 de la Lune. Ensuite, j'ai reposé ma longue vue. La sphère a remonté. Et au bout d'un moment, elle a décrit un arc de cercle assez important. De cet arc de cercle, elle a repris sa trajectoire initiale, elle est remontée dans le ciel jusqu'à la plus voir du tout, quoi. Oui. Elle s'amaigrissait à fur et à mesure qu'elle s'éloignait. Oui, et à l'aller, si j'ose dire, le phénomène était identique, c'est-à-dire qu'elle était très petite, elle est devenue de plus en plus Voilà, grosse. c'est ça. Il y avait une idée de rapprochement. Vers moi, je n'en sais rien, ou alors elle descendait, ou alors elle venait vers moi, ça, je ne sais pas. Mais enfin, le fait, c'est qu'elle grossissait. À quelle distance, selon vous, était-elle lorsqu'elle était en position stable? À mon avis, elle devait être à 3 km environ. C'est difficile parce que la profondeur, on ne peut pas la sentir. Bon, à mon avis, elle était de 3 km et d'altitude environ 1,5 km. Rien à voir avec une étoile? Non, ça n'avait rien à voir parce que ça paraissait être intelligent. Et justement, c'est ça la grande différence avec une étoile, parce qu'une étoile, on la voit, bon, elle est fixe. Ah ben, fixe, enfin, au bout d'un moment, bien sûr, elle décrit un arc de cercle, mais enfin, disons, elle est fixe. Tandis que là, ça s'est passé, disons, en gros, en 4 minutes, il y avait un phénomène intelligent à l'intérieur. Ça, c'est incontestable. Monsieur Duguay, du faubourg de Choulebois, assiste lui aussi à un phénomène le 12 mars 71. Alors vous faites jamais de cauchemar, monsieur Duguay? Non, pas du tout. Il n'en est pas question. Qu'est-ce qui s'est passé alors ce jour-là? Ce jour-là, je suis sorti pour fermer la porte de l'extérieur de ma maison. Ma femme était à la télévision, j'allais aller me coucher. J'ai dit, tiens, j'avais fermé la porte à clé, comme je le fais tous les soirs.
Et puis alors, comme c'était une porte vitrée, je me suis rendu compte que la luminosité était beaucoup plus forte qu'habituellement. Alors ça m'a inquiété, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Et alors j'ai regardé. Qu'est-ce que je vois en regardant le réverbère, si on veut? J'ai vu cette boule qui était là dans le ciel, lumineuse. Alors c'était à quelle distance à peu près? La distance, je ne saurais pas le définir exactement, mais ça faisait environ au-dessus des fils électriques, disons à 3-4 mètres au-dessus des fils électriques, vu de loin bien sûr, hein, en prolongement au-dessus de la pâture. Et ça ressemblait à quoi? Eh bien, ça ressemblait à un ballon de football tenu à bout de bras. Mais en fait c'était beaucoup plus loin. C'était beaucoup plus loin, c'était assez loin. Définir vraiment la distance, je n'aurais pas su. Hein. La couleur? Oui, la couleur c'était blanc, blanc pas tellement blanc teinté, si vous voulez, blanc jaunâtre, pas comme le soleil. Hein. Pas de bruit, pas de fumée? Pas de bruit, pas de fumée, absolument rien, non. Ça ne bougeait pas? Sur le moment, ça ne bougeait pas. D'ailleurs, après j'ai pris un point d'appui sur la porte, avec mon doigt, je l'ai pris en dessous de mon doigt, et par la suite j'ai vu que elle montait sur le dessus de mon doigt, mais elle est passée légèrement au-dessus. Ça a duré ce système pendant environ 2 heures. Puis d'un seul coup, brutalement, on n'a plus rien vu. Elle est disparue complètement. Votre dame a vu aussi? La dame l'a vu aussi. Elle a même mis ses lunettes de soleil parce que ça lui faisait mal ses yeux derrière les carreaux de la cuisine. Il était 9 h du soir. Il était 9 h du soir. Et vous pensez quoi aujourd'hui? Je ne sais pas quoi penser exactement. Vous savez, c'est assez délicat, je l'ai vu. J'ai vu quelque chose, comme je vous dis, je ne crois pas au Père Noël. Hein. Alors, ce que j'ai vu, je l'ai vu, il n'y a pas de problème. Ronchin, près de Lille, 19 septembre 1971, un champ de seigle prend feu. On a vu des boules descendre du ciel et remonter ensuite. Pour la science, ce cas est intéressant. Au Tourlourou, on se souvient. Il était quelle heure, Madame Colpin? Environ 8h30. Et quel temps faisait-il? Il faisait 12, c'était au mois de septembre. 8h30 le matin ou 20h? Le soir. 20h30. 20h30, oui. Alors vous étiez où? Moi, j'étais dans la cuisine quand une dame est arrivée, puis qu'elle nous a dit qu'il y avait un avion qui était tombé, qu'il fallait appeler les pompiers. Alors on a téléphoné quand on a vu qu'il y avait du feu. Et puis les pompiers sont arrivés 10 minutes, un quart d'heure après. Moi, ça me faisait l'impression que c'était un feu qui était très très loin. Et en fait, c'était près de la maison. Oui. Avant que vous n'appeliez les pompiers, vous avez regardé par votre fenêtre. Qu'est-ce que vous avez vu? Quel souvenir en avez-vous? Ici, par la porte, j'ai trouvé que c'était un feu qui n'était pas normal. Vous l'avez vu descendre du ciel? Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est un client, quand il a vu les pompiers, qu'il a dit, c'est bizarre, il dit, j'ai vu 2 boules qui descendaient. Hein? Alors, je dis, vous les avez vues vraiment? Ah oui, ben, j'ai dit, alors c'est pas normal ce feu. Dans l'incendie, il y avait des variantes. Oui, c'est-à-dire? Ah oui, ben, c'était des flammes qui montaient aussi au comptoir, et puis après, ça redescendait aussi vite. Vous savez, ça était à ras de terre bientôt. Puis après, ça reprenait de couleur mauve. Monsieur Villette, chercheur convaincu. C'est sur ce champ que vous voyez ici, n'est-ce pas? Et on peut délimiter de la manière suivante cette partie qui a été labourée, n'est-ce pas? En faisait partie avec l'autre partie non labourée, et ça faisait un cercle d'environ une vingtaine de mètres. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, voilà, sur ce champ avait eu lieu une récolte de seigle. Le seigle étant coupé à une certaine hauteur, c'est-à-dire à peu près à cette hauteur-là, n'est-ce pas? On délimitait très nettement la partie incendiée de la partie non incendiée. Et j'ai donc recueilli des graines de seigle, et je me suis aperçu d'une chose extraordinaire, à savoir que ces graines n'avaient absolument aucune odeur de feu ou d'incendie, chose excessivement rare.